Pascal Affinguessan, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été Premier ministre de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à mars 2003, sous la présidence de Laurent Gbagbo, et vos fonctions ont cessé après le début de la guerre civile dans votre pays et les accords de Linas-Marcoussis signés en France et qui prévoyaient un partage du pouvoir avec l'opposition civile et militaire. Vous êtes président du Front populaire ivoirien depuis 2001, c'est-à-dire depuis 23 ans quand même. Le FPI, parti historique de la gauche ivoirienne, cofondé par Laurent Gbagbo en 1982 et qui a cheminé avec de nombreux partis africains qui sont arrivés au pouvoir en Guinée, au Niger, au Mali, etc. Et vous êtes en visite en France en ce moment. Alors, je voudrais qu'on commence par aborder les questions internationales, puis les questions nationales ivoiriennes. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de problème. Alors, évoquons le Sahel, au sein duquel votre parti a plusieurs formations politiques sœurs. Choguel Kokala Maïga, qui était jusque-là Premier ministre du gouvernement de transition au Mali, a été limogé par Assimi Goïta. Ce limogeage intervient après des critiques publiques formulées samedi contre le pouvoir. Le chef du gouvernement avait dénoncé son exclusion des prises de décision et évoqué le spectre de la confusion et de l'amalgame qui, selon lui, entoure la période actuelle de transition. Ces déclarations rares dans le contexte politique semblent avoir précipité sa destitution. Ce mercredi, le Conseil des ministres a été annulé et le gouvernement limogé dans la foulée. Choguel Kokala Maïga a été nommé Premier ministre par les militaires en 2021 après le second coup d'État. Il est le deuxième Premier ministre de la transition après Mokhtar Ouane. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mali est dirigé par un pouvoir foncièrement militaire. Quel regard portez-vous sur ce rebondissement de l'actualité politique malienne? Mais je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité que vous m'offrez de m'adresser à vos téléspectateurs et dire que c'est avec beaucoup de tristesse que nous assistons à ce qui se passe dans la zone sahélo-sahélienne. D'autant que, comme vous le dites si bien, un certain nombre de camarades, aussi bien au Mali, au Burkina, qu'au Niger, étaient au pouvoir. Et je voudrais, à ce moment précis où cela va faire presque 16 mois que mon ami et frère Bazoum est incarcéré, privé de liberté, dans des conditions difficiles, vraiment lui exprimer toute notre solidarité. Et depuis ce moment fatidique où il a été pris en otage, nous vivons avec lui les souffrances auxquelles il est confronté. Et nous espérons que ce calvaire ne durera pas trop longtemps et que les autorités nigériennes comprendront assez rapidement que la libération de Bazoum est une nécessité pour le Niger lui-même et pour toute l'Afrique, parce que le Niger ne peut pas se priver de la liberté de Bazoum. Le Niger ne peut pas se fermer au processus démocratique. Les Nigériens souffrent déjà suffisamment de cette situation. Et donc, notre espoir, c'est que le plus rapidement possible, la sagesse habite toute la classe politique nigérienne, tous les dirigeants nigériens, et que le camarade Bazoum soit libéré, afin que le Niger puisse reconstruire sa cohésion nationale, s'engager dans une trajectoire de liberté, de démocratie et de prospérité. Ceci dit, c'est comme je l'ai indiqué, avec beaucoup de tristesse, parce que nous étions très bien partis en Afrique de l'Ouest pour construire véritablement une alternance démocratique. Avec l'arrivée au pouvoir de ces camarades issus de la sphère socialiste, nous avions bon espoir que la démocratie allait s'enraciner. Et nous avons même apprécié tous les efforts que Roch a engagés dans le cadre du dialogue politique, de la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique. Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Donc c'était vraiment avec beaucoup de surprises que nous avons enregistré ces coups d'État, ces différents coups d'État. Vous parlez de Roch Marc Christian Kaboré, mais vous ne parlez pas d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui est votre camarade bien sûr, et qui a connu beaucoup de dérives. Oui, bien sûr, mais je crois que Est-ce que vous reconnaissez ces dérives déjà? Non, mais je pense que, vous savez, le contexte politique national peut être, disons, à la haute, disons, au-dessus des capacités peut-être d'une organisation politique, d'un contexte politique. Le contexte malien est très, très difficile. Comme vous le savez, c'est un pays qui avait déjà connu beaucoup de coups d'État.
Mais je parle de corruption, de clientélisme, oui, du fils du président qui était un peu omniprésent, ministre de la Terre et du Ciel, un peu comme mais toutes ces questions peuvent se régler démocratiquement, pas forcément par un coup d'État. Dans plusieurs pays du monde, il y a des situations de corruption. C'est le peuple qui doit trancher à travers des élections, à travers des alternances. Donc, à la limite, Ibeka aurait pu perdre le pouvoir dans le cadre d'une élection démocratique apaisée, que cela n'aurait pas conduit au drame auquel nous assistons aujourd'hui. Donc, je crois que les solutions de coup d'État ne sont pas forcément les remèdes à la mauvaise gouvernance. Et ces pouvoirs sont aussi caractérisés par l'incapacité à endiguer les rébellions et les mouvements djihadistes. Pas forcément, on ne peut pas systématiser. Si même un régime a failli, il ne faut pas systématiser. Ça ne peut pas être une tare pour toute une génération ou pour toute une classe politique. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est socialiste qu'on est condamné, donc que nécessairement on va réussir. Tout comme ce n'est pas parce qu'on est de la droite qu'on réussit obligatoirement. Il faut laisser jouer le jeu démocratique. Un socialiste peut échouer là où un autre a réussi, tout comme un leader politique de droite peut échouer là où un autre leader politique de droite a réussi. Donc, la question en Afrique, ce n'est pas de savoir si on doit uniquement privilégier un camp, mais de faire jouer la démocratie et de faire jouer le processus de l'alternance pacifique. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui dans le Sahel. Les solutions militaires qui consiste à priver le pays donc, de cette opportunité d'alternance, de cette opportunité de confrontation des projets politiques est dramatique. Parce que là, il n'y a plus de choix. On est soumis à un régime, il n'y a plus de liberté d'expression et tout cela ne participe pas à la construction de la nation, à la construction de la démocratie, à la construction du progrès. Alors, les pouvoirs renversés par des militaires, sous les visas de la foule, c'est important de le dire, au Mali, au Niger, voire en Guinée, au Burkina, voire en Guinée, ces dernières années, sont issus du mouvement démocratique des années 1990, un mouvement puissant que les gens de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une sorte d'échec collectif de toute une génération qui a soulevé les espoirs les plus fous sur le continent lors du printemps démocratique consécutif à la chute du mur de Berlin? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'autocritique à faire? Parce que quand même, vous avez eu beaucoup, et ce patrimoine, on peut dire qu'il a été dilapidé au point que la rue chante les louanges de ceux qui ont renversé les partis uniques. Non, il faut reconnaître que ces régimes sont arrivés au pouvoir dans un contexte et se sont retrouvés confrontés à une crise d'envergure internationale. Il ne faut pas oublier que le terrorisme auquel ces pays sont confrontés est un phénomène international qui a même nécessité la mobilisation de la communauté internationale et que la gestion de ce phénomène-là ne relevait pas uniquement des partis qui étaient au pouvoir, aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger. Voilà. Ça relève de qui également? Mais c'est vraiment le phénomène dont la communauté internationale était impliquée. Les Nations Unies elles-mêmes étaient impliquées à travers les missions des Nations Unies pour la paix au Mali comme au Niger. Et donc, la responsabilité ne peut pas être imputée uniquement au pouvoir en place. On peut peut-être leur reprocher de ne pas avoir eu la capacité... D'avoir été faible. Oui, mais la faiblesse est liée aussi à la faiblesse de l'État. Voilà. Parce que ce que les gens oublient, c'est que quel que soit le talent d'un homme politique, s'il a entre ses mains un appareil institutionnel faible, il ne peut pas faire prévaloir tout son talent. Parce que c'est l'appareil politique aujourd'hui dans certains pays européens. Les dirigeants qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les chefs d'État africains, mais parce qu'ils ont un appareil institutionnel, un État qui est fort, qui a les moyens, qui peut faire face aux troubles à l'ordre public, qui peut même faire face à des actes terroristes, alors qu'en Afrique, vous avez des appareils, vous avez des pays qui n'arrivent même pas à payer leurs propres fonctionnaires. Mais ce n'est pas de la faute de celui qui arrive au pouvoir. Ce qui a été reproché au pouvoir qui ont été renversés, c'est aussi une incapacité à communiquer efficacement avec l'armée. Et donc, les militaires se sont dit, vu que ces politiques ne nous écoutent pas, vu qu'il y a une lenteur à réapprovisionner l'armée, vu qu'une partie de l'argent qui doit servir à acheter les armes se retrouve dans les poches d'un certain nombre d'intermédiaires, mieux vaut mettre les militaires qui ont le métier des armes directement aux affaires. Parce que il y a quand même... C'est une fausse solution à un vrai problème. Ces coups d'État n'auraient pas été possibles sans le peuple, notamment. Non, mais je considère que c'est une fausse solution à un vrai problème.
Personnellement, je ne suis pas d'accord pour dire que parce qu'un régime politique démocratiquement élu a échoué, il faut recourir à un coup d'État. Il faut faire jouer l'alternance, de manière à ce que, par le jeu de l'alternance, on arrive à des hommes politiques qui auront appris des échecs précédents, qui auront le talent nécessaire, la compétence nécessaire pour faire face aux défis auxquels le pays est confronté. Il faut qu'il y ait des institutions électorales fiables. Et on n'a pas l'impression que dans les pays dirigés par des personnes issues des alternances, la sincérité électorale était toujours la priorité. Mais le régime militaire est pire qu'une mauvaise démocratie. C'est ce qu'il faut aussi noter. Quelle que soit la qualité du processus démocratique, quelle que soit la qualité des institutions démocratiques, je préfère un régime où il y a un minimum de liberté de choix qu'un régime militaire où il n'y a aucune liberté de choix. Mais de manière un peu cynique, on peut vous dire que vous avez été Premier ministre grâce à une alternance qui a été précipitée par un coup d'État. Oui, mais enfin, ce n'est pas... Donc, ça vous a profité, les régimes militaires, d'une certaine manière, parce que c'était un régime militaire d'une plus courte durée que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais justement, c'est ce que nous souhaitons partout. Ou si accidentellement un régime militaire prend le pouvoir, qu'il ne s'éternise pas au pouvoir, que le plus rapidement possible nous puissions retrouver disons, un processus démocratique, un régime civil. Or, ce n'est pas ce qui semble se dessiner au Sahel. Des fois, on a l'impression d'assister à une nouvelle guerre froide en Afrique subsaharienne francophone, avec des régimes très autoritaires, pro-français et pro-occident d'un côté, à qui l'on pardonne tout de ce côté-ci, et des régimes tout aussi autoritaires, mais que l'on dénonce avec force ailleurs. Parleriez-vous d'hypocrisie et de deux poids, deux mesures? Quand on regarde le Tchad, le Mali, le Gabon, le Niger, ou même la Côte d'Ivoire et ces pays-là, il n'y a pas le même regard que porte la communauté internationale sur ces pays. Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est de savoir ce que les Africains eux-mêmes veulent. Le regard international, c'est une chose, mais nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être les jouets, les instruments de ces puissances occidentales, ou est-ce que nous voulons prendre notre destin en main, construire un développement endogène et discuter d'égal à égal avec la communauté internationale, essayer de faire jouer le talent des populations africaines? Je crois que le problème se pose en cela. Personnellement, en tant que responsable politique, ce n'est pas ce que veut la France, la Chine, la Russie, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons et comment nous entrevoyons notre relation avec ces pays? Comment nous entrevoyons de faire jouer la coopération pour que, si nous pouvons tirer profit de la coopération russe ou la coopération chinoise ou française, nous le fassions et que nous ne soyons pas otages d'une grande puissance, que nous ne renoncions pas à une sorte de néocolonialisme au profit d'un autre néocolonialisme, ce que nous observons dans certains pays. Et c'est pour cela que nous considérons que ce qui se passe au Sahel est assez dramatique, parce qu'on a le sentiment qu'on rejette une forme de colonisation, de néocolonisation, pour s'enfermer, pour se jeter dans les bras d'un autre système qui vous prend en otage. Et je considère cela dramatique. Mais est-ce que le contexte dont vous parliez n'oblige pas les dirigeants à choisir leur camp? Ils ne sont pas condamnés à choisir. Personne n'est condamné à choisir un camp au détriment d'un autre. Ils le font de façon délibérée et parfois pour des intérêts politique personnelle, parce qu'il y a une volonté d'imposer, disons, un système politique, d'imposer une dictature, donc on s'accroche à un type de partenariat. Mais si on a la volonté de servir l'intérêt national et de faire jouer la concurrence internationale au profit de l'intérêt national, on devrait être ouvert à tout le monde, y compris à son propre peuple, à ses préoccupations, à ses desiderata, de manière à ce que la réponse aux défis auxquels le pays est confronté soit une réponse nationale et non une réponse imposée de l'extérieur. On assiste à un fort rajeunissement de la classe politique africaine, ouest-africaine, par les urnes avec Bassirou Diomaye Faye, qui est né en 1980 et qui pourrait donc être votre fils, et par les armes avec, par exemple, Ibrahim Traoré, qui est né en 1988. Est-ce que tout cela n'est pas un signe générationnel, y compris pour vous, qui avez 71 ans et qui êtes à la tête d'un parti politique depuis 23 ans? Non, c'est sûr, c'est tout à fait évident, mais vous savez, ces questions-là doivent être aussi contextualisées. Les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Le contexte burkinabé n'est pas identique au contexte ivoirien,
qui n'est pas identique au contexte sénégalais. La Côte d'Ivoire fait face à des défis d'un autre type. Là, nous sortons d'une crise qui dure depuis près de 30 ans. Et donc, nous avons besoin d'affronter un certain nombre de défis, notamment le défi de la réconciliation nationale, le défi de la bonne gouvernance, le défi de la sécurité sous-régionale. Ce sont des défis qui fixent le profil de celui qui doit demain diriger la Côte d'Ivoire, qui n'est pas forcément le profil de celui qui doit faire face au terrorisme au Burkina Faso ou qui doit faire face, je dirais, à la reprise économique au Sénégal. Et donc, il ne faut pas schématiser. Il ne faut pas schématiser et transposer des modèles sur l'ensemble du continent africain. Et vous-même, vous le savez bien que dans d'autres pays africains, vous avez des dirigeants qui avoisinent les 100 ans. Qui sont là. Le plus grand malheur de ces pays. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est un malheur, mais ce que je note, c'est que les populations font avec. Et donc, c'est dire obligées. que... Ce ne sont pas des gens qui sont élus enfin, ça, c'est peut-être vous à la loyale. C'est vous qui le dites, mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est d'abord de savoir qui, à tel moment, a le profil pour assurer la direction du pays. En termes d'expérience, en termes de jeunesse, de vitalité, et en termes de vision politique. Je crois que c'est cela qui est d'abord important. Plus que l'âge, plus que la condition sociale, c'est la capacité à incarner les aspirations des populations, la compétence à prendre en charge les problèmes des populations. Je crois que c'est ce que les populations vont observer. Et cela doit s'observer dans un cadre démocratique où il y a une confrontation des projets politiques. Et je crois qu'à travers ces confrontations, mais aussi à travers l'histoire que chaque leader politique a avec le peuple, cela devrait dégager un leadership pour conduire les affaires de l'État. Donc un Bassirou Diomaye Faye, un Ousmane Sonko ivoirien, c'est impossible. Ça ne vous fait pas peur? Non, je ne dis pas que c'est impossible. Mais dans tous les cas, il appartiendrait aux Ivoiriens de décider. Mais ils le décideront par rapport à l'histoire que ces dirigeants ont avec le peuple de Côte d'Ivoire, par rapport au combat qu'ils ont mené, par rapport au profil qu'ils dégagent, par rapport à la vision aussi. Voilà. Ce sont ces éléments, quel que soit l'âge de celui qui va arriver. Il faudrait que sur ces thématiques-là, la population soit rassurée. Par rapport à l'argent aussi, est-ce qu'il est possible de faire la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, de la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sans avoir beaucoup d'argent? Or, s'il faut avoir de l'argent, mais il ne faut pas penser que l'argent seul suffit. Il ne faut pas penser que parce qu'on a de l'argent... quasiment pas besoin d'argent. Oui, en 2000, nous n'avons pas eu pratiquement besoin d'argent pour faire l'alternance. Donc, ça veut dire que le changement est possible sans forcément être milliardaire. Le tout, comme je l'ai indiqué, c'est de pouvoir incarner les aspirations des populations. Et ce n'est pas parce que vous avez des milliards que si vous n'avez pas d'expérience politique, vous n'avez pas une histoire avec le pays, la population vont vous choisir tout simplement parce que vous êtes milliardaire. Non, non. Je crois que cette époque est terminée, cette époque est dépassée aujourd'hui et l'exemple sénégalais le prouve. Voilà. Je ne crois pas que ce soit sur la base de leur capacité financière et que Sonko et Diomaye Faye ont été élus. Quand on parle de sentiments anti-français au Sahel, on oublie souvent que cette expression était à la mode en Côte d'Ivoire il y a 20 ans, avec des soupçons de complicité avec la rébellion qui entourait Paris et des événements graves, notamment ceux de novembre 2004, il y a 20 ans exactement, qui ont coûté la vie à 9 soldats français, un civil américain et des dizaines d'Ivoiriens. Et on constate pourtant que la mémoire de cette période et la mémoire de ces morts, de ces crimes est absente de l'agenda de votre parti comme de celui de Laurent Gbagbo. Pourquoi? Non, pas du tout. Ce n'est pas. La commémoration était très discrète. Ce n'est pas du tout absent de notre agenda. Si nous parlons aujourd'hui de réconciliation, c'est par rapport à tous ces événements. Et la réconciliation, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 1990. Les consultations nationales qui ont été organisées par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation l'ont révélé, que les Ivoiriens considèrent que ces 30 années de troubles doivent être diagnostiquées, auscultées, pour qu'on puisse connaître la vérité sur tout ce qui s'est passé, que ceux qui ont été auteurs de violations des droits de l'homme puissent faire amende honorable vis-à-vis de leurs victimes, que des réformes soient mises en œuvre pour que les causes
de ces divergences, de ces confrontations soient identifiées, soient traitées, de manière à ce que nous puissions tourner la page de ces 30 ans de confrontation, de meurtrissures. Et donc, hier, je voyais bien qu'il y a une commission, un collectif des victimes de ces événements qui existe et qui est entreprenante. Et nous, à notre niveau, nous sommes prêts. Et pas encore, puisque je ne suis pas en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, mais il n'est pas exclu. Nous avons déjà rencontré plusieurs groupements de jeunes qui ont participé à ces événements. Dans notre parti, même à l'occasion de notre congrès, certains qui sont membres de nos structures l'ont indiqué, que nous devons bâtir un programme de réhabilitation pour tous ces jeunes qui ont participé à la lutte contre la rébellion armée depuis 2002 et qui ont sacrifié leur jeunesse à cette lutte et qui aujourd'hui sont pour la plupart abandonnés à eux-mêmes. Voilà, ceux-là ont besoin de réhabilitation. De gens qui sont morts tués par l'armée française. Bien sûr, leurs familles doivent être prises en compte. Ils ont souhaité engager une procédure judiciaire contre l'État français. Ce sont des initiatives qui ont besoin d'être soutenues. Parce qu'il faut effectivement... Et que vous soutiendriez ? Mais évidemment que nous soutiendrons, parce qu'il est bon que ces événements-là ne soient pas oubliés et que la vérité soit dite et que si il apparaît véritablement que des crimes ont été commis, que les réparations aux parents des victimes... ont été connus, puis ils ont été commis devant nous. Bien sûr. Bon, donc les réparations appropriées puissent être accordées aux parents des victimes. Alors que pensez-vous des récentes sorties de Robert Bourgi sur la crise ivoirienne ? Oh, pas grand-chose. Vous le connaissez, Robert Bourgi ? Bien sûr que nous le connaissons. Mais je n'en pense pas grand-chose parce que ce n'est pas une nouvelle. Tout le monde le sait. Tout le monde, personnellement, j'ai été un acteur de premier plan de toute la situation que le pays a vécue entre 2002 et 2010. Donc, il ne nous apprend rien en réalité. La seule chose qu'on peut considérer comme observable, c'est pourquoi il le fait maintenant, qu'est-ce que cela signifie, comment on décrypte cette sortie. Et nous, en tout cas au niveau de notre parti, nous considérons que c'est parce que le régime qui a été soutenu par les autorités françaises à cette époque, contre nous, a perdu la confiance de ses parrains, que certains acteurs, certains de ces éléments osent je dirais, nous rejoindre dans les critiques que nous avions formulées à cette époque. Donc c'est tout ce que nous retenons, que c'est le régime, parce que le régime de Ouattara est lâché par ses propres parrains, que Robert Bourgi peut se permettre de faire cette sortie, peut se permettre de voler, si on peut parler de voler au secours de Laurent Gbagbo, d'affirmer une vérité qui était celle que nous disions il y a plus de 10 ans. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2025, c'est dans moins d'un an, et vous êtes persuadé que l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que sa candidature pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. En 2020 déjà, elle posait plus de problèmes. En 2020 déjà, il était dans l'illégalité par rapport à cette candidature qui était anticonstitutionnelle. Nous l'avions dénoncée. Cette candidature a occasionné plus de 80 morts. 2025, ça ferait 5 ans supplémentaires, ce serait 5 ans de trop. Et 2030, alors, le pays ne peut pas se permettre cela. D'abord, il n'est plus dans le même état physique qu'il y a 5 ans. Ensuite, lui-même, à plusieurs occasions, a affirmé qu'il fallait passer le flambeau à une nouvelle génération et que sa candidature en 2020 est principalement dictée par le fait que son candidat nous a quittés brutalement, qui n'était pas prêt. Quel argument peut-il avancer en 2025 pour justifier sa candidature ? Il n'a plus d'argument. Il ne peut même pas avancer l'argument qu'il n'a pas de cadre suffisamment formé. C'est son parti qui est au pouvoir. Il a un vice-président, il a un premier ministre. C'était déjà son parti qui était au pouvoir en 2020. Il y avait déjà des cadres de rechange. Oui. Et en 2025, encore plus qu'en 2020. Alors, donc, il n'y a aucune raison. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, il est important que nous puissions tourner cette page. M. Ouattara incarne toutes les violences que nous avons connues.
il est bon qu'on tourne la page avec lui, avec son départ, pour que nous puissions écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Il ne faut pas que, par son maintien, nous perpétuons je dirais, les conséquences de toutes les crises que nous avons connues. Et donc, ensuite, aujourd'hui, sur le plan géopolitique, sur le plan sous-régional, vous savez bien que M. Ouattara a précipité la région dans une logique de confrontation. Il est en confrontation avec le Mali, avec le Burkina, avec le Niger. Des tensions à nos frontières. Cette confrontation n'est que le signe de la confrontation entre les blocs occidentaux et russes. Et s'il incarne un bloc, il est bon qu'il puisse se retirer pour que nous sortions de la logique des blocs, pour construire la paix dans la sous-région, pour construire, je dirais, l'unité de l'Afrique. Parce que nous n'avons pas besoin d'incarner des blocs qui s'affrontent au niveau international. Nous n'avons pas besoin de transposer en Afrique le conflit Est-Ouest. Ce n'est pas dans notre intérêt. On a l'impression d'être retourné 40 ans en arrière. Même mais bien sûr. Et donc, il ne faut pas que nous retournions 40 ans en arrière. Voilà. Nous devons construire notre propre voie. Et aujourd'hui, la voie africaine doit se démarquer des confrontations Est-Ouest, et nous devons pouvoir être capables de coopérer avec tous ces pays de façon indépendante dans la solidarité ouest-africaine et africaine. La coopération sur une base équilibrée avec toutes les puissances du monde, sans parti pris, sans se faire l'instrument d'une puissance, sans se faire l'objet d'une puissance. Et ça, cela est possible. Et je crois que c'est même une logique qui est en vigueur au sein de l'Afrique depuis longtemps, que nous n'avons pas encore réussi à concrétiser, mais qu'il faudrait qu'à un moment ou à un autre, nous puissions le faire. Vous dites qu'il ne sera pas candidat, mais est-ce que le président de la Côte d'Ivoire n'est pas otage à la fois de son parti, le RHDP, et des intérêts financiers qui le portent, des intérêts financiers nationaux et internationaux? On peut dire publiquement que les groupes d'affaires ivoiriens ont été profondément modifiés pendant le temps qu'il est au pouvoir, que des forces très très proches de lui ont gagné beaucoup d'argent qu'elle pourrait perdre en cas d'alternance. Mais s'il l'était, ce que nous lui demandons, c'est que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et dans son intérêt personnel, il faut qu'il en sorte, de cette prise d'otage. Ce n'est ni dans son intérêt, ce n'est ni dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et en politique, je le dis toujours, il faut savoir sortir de scène. Mais sa famille est impliquée dans les affaires, dans les médias, dans le cacao, dans l'immobilier. C'est quelque chose qui ne se dit pas, mais c'est quelque chose qui est important. Oui, mais même si tel était le cas, il faut qu'il sache que il ne peut pas, ce n'est pas en se maintenant, en persistant à être candidat, qu'il préserve ses intérêts. Je pense que la meilleure façon même de les préserver, c'est de faire la réconciliation et un processus démocratique. Voilà. C'est la meilleure façon de garantir même ses intérêts. Mais s'il persiste, et certains dirigeants ont emprunté cette voie et ont tout perdu. Mais en Angola, le président Dos Santos a emprunté la voie que vous préconisez. Il a quand même tout perdu. Sa famille a été mise à l'écart avec Lourenço. Oui, mais ce n'est pas parce que ça s'est passé en Angola que ça va se passer forcément en Côte d'Ivoire. Les réalités ne sont pas les mêmes. La manière dont ces régimes ont géré les biens publics ne sont pas forcément les mêmes qu'en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous avons aussi une culture, nous avons aussi un système politique. Ce n'est pas forcément le même système politique qu'en Angola. Vous garantiriez donc une forme de tranquillité au président Ouattara, si je veux dire? C'est ce que je l'ai indiqué. Nous avons intérêt, celui qui va accéder au pouvoir en 2025, a intérêt, dans l'intérêt de la paix, à faire en sorte qu'il n'y ait pas la chasse aux sorcières. Que quels que soient les contentieux, quels que soient les crimes d'ordre économique ou de sang qui auraient été commis, que nous puissions trouver des solutions qui permettent une transition pacifique. Quand on pense à vous, on pense à une expression populaire dans votre pays, la démarche du crabe. Un peu indéchiffrable. En 2011, vous êtes arrêté, battu, torturé, mais quand vous sortez, vous plaidez pour une ligne plutôt souple vis-à-vis du pouvoir et vos camarades vous accusent de pactiser avec lui dans la bataille judiciaire pour le contrôle du parti. En 2020, vous êtes arrêté, humilié, mais vous signez un accord de coalition avec le parti au pouvoir quand vous sortez, avant de vous en distancier plusieurs années
plus tard. On se dit que soit vous êtes un peu masochiste, soit vous avez un intérêt objectif à ce type d'alliance intermittente. Non, le crabe n'est pas la seule bête ou le seul animal qui a cette démarche. Tout le monde a cette démarche. Même vous-même, quand vous prenez votre véhicule, vous avez cette démarche. Vous ne foncez pas tout droit, y compris en surmontant les collines, etc. Vous avez un parcours qui épouse les obstacles du chemin. Voilà. S'il faut tourner à droite, s'il y a une crevasse, vous l'évitez. Donc vous êtes protégé à travers ces alliances. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est cette démarche obéit à quelle logique? Et cette démarche obéit toujours à la logique de l'intérêt national. Comment faire avancer l'intérêt national? Comment faire avancer la réconciliation nationale? Comment démontrer que nous ne sommes pas dans des logiques de rancœur, de rancune, de vengeance, et que nous sommes capables de discuter avec ceux-mêmes qui nous ont contraints à la prison, à l'exil, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils constituent une entité nationale, et que c'est avec eux que nous devons faire la paix. Si nous nous positionnons dans une logique de confrontation radicale, où il n'y a aucun espace de compromis, mais c'est la Côte d'Ivoire que nous maintenons dans la crise. Donc tout ce que nous avons fait, et personnellement je suis fier de ce que nous avons pu faire pour que la situation se normalise en Côte d'Ivoire, que certains camarades qui étaient en exil puissent rentrer et reprendre leur vie professionnelle et civile. Et nous sommes prêts à le faire. Et c'est parce que nous sommes prêts à le faire que nous avons signé ce partenariat en 2023 avec le RHDP. Parce qu'il y a encore des questions à résoudre en matière de réconciliation. Il y a un cadre juridique institutionnel des élections à rebâtir pour créer la confiance. Or, cela, ce n'est pas uniquement en criant dans la rue, dans les déclarations publiques que nous pouvons le réaliser. Si le parti au pouvoir est prêt à s'asseoir à la même table de négociation avec nous, pour que nous puissions en parler et trouver des solutions, nous sommes prêts à tenter l'expérience. Mais pourquoi vous avez rompu donc Mais parce que malheureusement, sur ce terrain, l'expérience a montré que ce parti-là n'est pas prêt à aller jusqu'au bout du processus de réconciliation nationale. Il a supprimé le ministère chargé de la réconciliation nationale en octobre 2023. Il a refusé que nous organisions un débat national, un séminaire national sur la question pour faire le point des avancées, mais aussi des insuffisances et voir quelles sont les mesures d'approfondissement que nous pouvons apporter pour que la Côte d'Ivoire sorte définitivement de ce contexte de méfiance et ils l'ont refusé. Donc, nous n'avions plus rien à faire avec eux. Nous allons nous adresser aux Ivoiriens à l'occasion de l'élection présidentielle, leur proposer notre projet pour la réconciliation nationale, franche, sincère et définitive. Et si les Ivoiriens nous font confiance, ils verront comment on peut réconcilier un peuple divisé. Alors, en 1993, à partir de 1993, la Côte d'Ivoire a été, gouvernée par une sorte de parti unique divisé en trois, Gbagbo, Ouattara, Bédié, les incontournables, insubmersibles. 93 à partir de 1993 jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait trois hommes qui dominaient la vie politique comme une sorte de Paul Biya qui serait divisé par trois. Mais Henri Konan Bédié est décédé et donc un homme est apparu dans la centralité de la vie politique ivoirienne, c'est Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous pensez de Tidjane Thiam? Je respecte les choix des autres partis politiques pour succéder au président Bédié. Les militants, les cadres du PDCI ont estimé que M. Tidjane Thiam est la personne la mieux indiquée. Nous prenons acte, nous respectons leur choix. Vous le connaissez, Tidjane Thiam? De loin, nous le connaissons, nous savions qu'il a été à la tête du BNET, qu'il a été quelques mois ministre de feu le président Henri Konan Bédié et qu'il était à l'extérieur du pays, qu'il a fait Polytechnique. Bon, nous le connaissions de loin, mais pas en tout cas sur la scène politique, pas dans les combats que nous avons menés pour la démocratie, contre la rébellion armée, pas dans ces combats.
En revenant à la gauche historique ivoirienne, elle est fracturée aujourd'hui. Le FPI historique a explosé en petits bouts. Vous avez un bout, il y en a d'autres qui ont d'autres bouts. Pensez-vous que vous pourrez retrouver Laurent Gbagbo et les autres avant la future présidentielle? C'est une nécessité. Ça nous garantirait davantage de chances pour l'alternance. Et le contexte actuel me semble favorable. Depuis l'appel du président Laurent Gbagbo de Bonois, je crois qu'il y a un bon contexte. Et on l'a d'ailleurs noté à l'occasion de notre congrès, qui a vu la présence du PPACI, du MGC, du COGEP. MGC de Simone Gbagbo, COGEP de Charles Blé Goudé. Donc il y a un environnement qui permet d'espérer que nous irons ensemble à cette élection de 2025. Nous mutualiserons nos efforts pour pouvoir gagner, pour que notre famille politique gagne, et en ce qui me concerne, en espérant que, ayant mutualisé nos efforts pour gagner, nous aborderons la question de la réunification pour gouverner. Est-ce que vous serez prêt à vous retirer au profit d'une des autres figures de cet ex-bloc? Mais ce n'est pas cette question pour le moment qui est à l'ordre du jour, puisque j'ai personnellement été choisi par le Front populaire ivoirien comme le candidat à l'élection présidentielle. Mais si elle était posée, nous l'examinerons. Nous ne nous déroberons pas à un débat sur la question, d'autant que personnellement, je considère que dans cette famille politique, j'ai aussi les atouts pour représenter cette famille politique valablement à cette élection de 2025. Alors, il y a l'enrôlement électoral en Côte d'Ivoire qui est en train de se terminer. Laurent Gbagbo n'est toujours pas éligible ni électeur. Est-ce que vous pensez que c'est terminé pour lui sur ce combat de 2025 ou qu'un arrangement politique est toujours possible? Vous savez, en politique, rien n'est jamais terminé. Et il est toujours hasardeux d'affirmer certaines choses s'agissant du contexte politique. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 2025. On ne sait pas comment peut évoluer ce dossier des droits civiques du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé d'ici 2025. Ce que nous souhaitons, c'est que cette question soit réglée. Parce que de notre point de vue, c'est une question aussi qui relève de la réconciliation nationale. On ne peut pas dire qu'on est dans un processus de réconciliation nationale. On ne peut pas dire qu'on veut construire la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire et poser ce genre d'actes et contraindre des personnalités de premier plan dans la vie politique ivoirienne dans ce statut. Et donc, au nom de la réconciliation, au nom de la démocratie, il faut que ce problème soit réglé, nous l'avons déjà dit, et nous espérons que les autorités ivoiriennes seront sensibles à cette nécessité et que dans l'intérêt de la paix, puisque le président Gbagbo a déjà choisi, c'est-à-dire qu'il est dans une dynamique de bataille pour pouvoir faire reconnaître ses droits, il ne faut pas que cette question vienne perturber l'environnement politique futur et en particulier pour nous précipiter dans une nouvelle crise. Il faut qu'elle trouve une solution, cette question. Alors, en parlant de Laurent Gbagbo, vous avez été très dur par le passé avec celle qui était sa compagne et qui est désormais son épouse, Nadi Bamba Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas un obstacle massif à des éventuelles retrouvailles? Et justement, que pensez-vous de son omniprésence en coulisses et désormais au premier plan? On n'a qu'à voir la une de son journal. Mais on ne peut pas dire que j'ai été dur avec elle. Quand même. Non, j'ai indiqué tout simplement qu'elle était impliquée dans la crise que vivait le Front populaire ivoirien en 2014. Et c'était une réalité. Et je pense que ceux qui ne m'ont pas compris l'ont bien noté. Ce n'est pas un crime de s'impliquer dans une crise, de prendre parti pour une cause. Et ceux qui le disent ne commettent aucun crime. Voilà. C'est une réalité. Et aujourd'hui, tout le monde sait bien que Mme Nadi Bamba joue un rôle important au sein du PPACI. Mais ça, c'est son droit de jouer ce rôle. Et c'est le problème des cadres et des militants du PPACI de savoir comment ils apprécient cette présence dans le jeu politique national et notamment à travers la vie de leur parti. Est-ce que des canaux de communication existent aujourd'hui avec bien elle? sûr, ils avec existent.
Ils existent, il faut les explorer, et nous avons déjà, à l'occasion de la rencontre que nous avons eue avec le PPACI, juste avant ce déplacement en Europe, nous avons souhaité que le président Gbagbo et moi-même, nous puissions nous retrouver. Si cela est fait, moi, je n'exclus pas de discuter avec elle et de discuter avec tous les acteurs, parce que nous avons intérêt, sur une base sincère, à comprendre que nous avons tous intérêt à travailler ensemble, à mutualiser nos moyens. Et tous ceux qui peuvent apporter une contribution, disons, à ce rapprochement doivent être pris en compte. Donc, moi, personnellement, je n'ai aucun complexe à discuter avec elle et à considérer qu'elle peut nous aider à retrouver l'unité et à aller ensemble en 2025 soudés à l'élection présidentielle.